Donc bonjour à tous, bienvenue dans Pause durable. La pause durable d'aujourd'hui, c'est l'eau dans la ville, comment s'hydrater zéro déchet avec Lorraine de Gouby, ici présente. Et avant ça, je vais vous parler très rapidement de dispositif Acteurs du Paris durable dans lequel s'insère ce format de conférence en ligne qui s'appelle Pause durable. Donc, Acteurs du Paris durable, c'est quoi? C'est un dispositif de la ville de Paris qui fête ses 10 ans cette année. Et le but, c'est quoi? Ça a été d'initier, favoriser et faciliter les actions et les initiatives des Parisiens parisiennes, que ce soit des associations, des entreprises ou des habitants qui œuvrent pour un Paris plus durable. Et donc, c'est un réseau d'acteurs du Paris durable et on est beaucoup, 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 plusieurs milliers. À disposition, nous avons un site et les réseaux sociaux. Donc le site c'est acteurs au pluriel du parisdurable.fr sur lequel tout le monde peut trouver des événements dans Paris sur la transition écologique. Vous pouvez y retrouver aussi des fiches pratiques, par exemple pour comment mettre en place une AMAP, comment s'habiller durablement, comment acheter équitablement, etc. Et retrouver aussi les différents acteurs. Vous avez par mois un thème. Le thème du mois de juin, c'est l'art et l'environnement, avec une interview d'un expert et la vidéo d'un de nos acteurs par mois. Et vous pouvez retrouver sur la page d'accueil, bien évidemment, tout le programme et les rediffusions des autres pauses durables et les actualités aussi de nos acteurs que tous nos acteurs peuvent euh, proposer. Et vous pouvez, en vous créant un compte dessus, proposer aussi des événements. C'est participatif. Vous pouvez du coup aussi nous retrouver sur Facebook, Instagram, Twitter, notre newsletter et notre chaîne YouTube. C'est aussi un lieu qui est réouvert, se situe dans le 4e arrondissement de la ville de Paris, qui possède un grand rez-de-chaussée pour accueillir des conférences d'environ une centaine de personnes et au premier étage, des petits ateliers et des formations. Tout, tout est ouvert et gratuit au grand public. Il faut juste voir les événements sur notre agenda, sur notre site internet. Et aussi, Acteurs du Paris Durable, c'est une équipe d'animateurs qui crée des formats pour animer ce réseau. Et donc, vous avez des formats créés par l'équipe d'animation des Acteurs du Paris Durable pour justement mettre en relation le grand public avec les différents acteurs, mais aussi les acteurs entre eux. Donc, tout est ouvert au grand public et dès que vous avez des nouveaux formats ou des nouveaux événements, vous serez averti soit par le newsletter, soit par le site internet. Donc n'hésitez pas à y aller souvent. Mais concentrons-nous sur le vif du sujet, la pause durable. Donc je vais vous présenter c'est quoi le concept. C'est tout simple, c'est on met en avant un acteur du réseau qui nous présente son projet et aussi un sujet général dans lequel s'insère le projet. Ça dure 1 heure maximum sur un sujet précis et ça se termine bien évidemment par des questions-réponses. Nous en avons eu pour l'instant, là c'est la 16e pause durable. Donc il y a plein de sujets différents, aussi bien sur l'alimentation durable, budget participatif, l'énergie, le zéro déchet, les sciences participatives, la biodiversité. Donc n'hésitez pas à les revoir sur notre chaîne YouTube. Et sinon, pour voir les prochaines pauses durables, elles sont disponibles sur la page d'accueil du site internet en cliquant sur cette image. Donc, pause durable, agenda et rediffusion. Et la prochaine, c'est la fin du mois de juin, le 29, mardi 29, sur les matières alternatives au cuir, donc sans souffrance animale. Et si vous avez un projet à suggérer, vous pouvez nous envoyer un mail à acteurs au pluriel du Paris durable @paris.fr avec comme objet projet pause durable et nous pourrons en discuter ensemble pour voir comment on peut présenter cela et que ça puisse intéresser le grand public. Donc maintenant, je laisse place à Lorraine pour nous présenter l'eau dans leur ville, comment s'hydrater zéro déchet en cette grosse journée de chaleur. Merci Eva. Oui, en Euh, effet, c'est rigolo de parler de l'eau dans la ville alors qu'il fait 30 degrés à Paris aujourd'hui. Donc, hydratons-nous. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là. Merci à ceux qui sont connectés, merci à ceux qui nous regardent en replay. Euh, Merci Eva et merci aux acteurs du Paris Durable pour votre invitation. Donc, je m'appelle Lorraine, je travaille pour la PME Gobi, qui est une PME qui existe depuis 10 ans. Et cette PME parisienne, elle propose des produits réutilisables, donc principalement des gourdes et des couverts, qui sont éco-conçus, 100% fabriqués en France et assemblés par des personnes en situation de handicap dans le Val-de-Marne.
Donc, je suis pas là aujourd'hui pour vous parler de nos produits, de Gobi, et cetera. Donc, si vous avez des questions sur l'éco-conception, le Made in France ou l'emploi inclusif, on pourra en parler éventuellement à la fin. Je suis là pour vous parler d'une association qui s'appelle Freetaps et qui référence les points d'eau et puis plus largement vous parler des initiatives pour mettre en lumière l'eau du robinet sur le territoire parisien. Je suis ravie d'être là et voilà, moi je suis passionnée par ces sujets. Je suis pas forcément, la experte en tout, donc n'hésitez pas à poser vos questions, on pourra en discuter et je suis ravie de voir qu'il y a des gens d'autres Paris, connectés. Ils pourront sûrement compléter mes réponses. Alors pour commencer, je vous propose un petit peu quelques éléments de contexte peut-être. Déjà, on peut dire quand même que, le jetable commence un petit peu à être passé de mode, donc on avance. Je propose qu'on s'en réjouisse, tous ensemble. La loi AGEC de février 2020 est une belle avancée. Son objectif est de faire disparaître les emballages en plastique à usage unique d'ici 2040. Donc c'est bien, ça résulte quand même de 10 ans d'acculturation euh, et de partage de connaissances de la part des associations engagées, des entreprises engagées, des pouvoirs publics. Donc voilà, c'est ensemble et c'est collectivement qu'on arrive à faire bouger les lignes. Mais c'est une très bonne chose. Il y a la loi climat, comme vous savez, qui est en cours d'examen au Sénat. Donc voilà, je voudrais saluer les travaux des associations telles Zero Waste, telles Surfrider, No Plastic in My Sea, etc., qui ont fait un travail formidable aux côtés d'autres entreprises engagées voilà, pour montrer que le jetable, enfin que nos quotidiens valaient un petit peu mieux que le jetable. Et donc c'est bien. Aujourd'hui, vous devez voir, mais la gourde est devenue un petit peu l'objet, le premier éco-geste que l'on veut faire quand on veut engager sa transition écologique. Il y a 10 ans, ce n'était pas du tout le cas. Il y avait principalement des gourdes pour la randonnée en montagne. Aujourd'hui, vous les voyez fleurir dans tous les tote bags, donc c'est bien. Euh, Petite nuance, il faut bien penser à la garder le plus longtemps possible parce que une gourde en fait a un impact environnemental vertueux que si vous la gardez très longtemps. Donc je vous encourage à ne pas céder à la fast fashion là-dedans aussi et d'être voilà, le plus fidèle à l'objet réutilisable que vous gardez. Et pour vous donner une idée, il y a quand même un article du Monde qui a été publié il y a quelques jours justement sur les gourdes. Donc si vous dire si la prise de conscience est là, et on va vous le partager dans le chat si vous voulez y jeter un coup d'œil. Donc, un des premiers éco-gestes pour passer au réutilisable, finalement, ça touche à l'eau, ça touche à la gourde. Toutefois, même si on peut se réjouir des premières avancées, on a quand même malheureusement encore énormément de déchets liés à l'eau. Je rappellerai juste quelques chiffres, c'est pas l'objet de cette conférence, mais les bouteilles sont en tête des déchets plastiques que l'on peut trouver sur les plages. Il y a encore 25 millions de litres d'eau en bouteille qui sont consommés chaque jour en France. Et, euh, et enfin, on considère qu'il y a à peu près 90 milliards de bouteilles en plastique qui sont fabriquées chaque année pour l'eau. Donc ça reste quand même énorme. Et quand on sait que 80% des déchets que l'on retrouve dans l'océan viennent de la terre, par les fleuves et les rivières, ça reste désolant. Et je vous encourage à regarder une autre application mobile qui s'appelle Plastic Origins, qui est une application qui a été développée par l'association Surfrider Foundation et qui vise à cartographier la pollution plastique des fleuves et des rivières en France et en Europe pour justement toujours plus alerter sur cette pollution et essayer de la réduire à la source. Donc, face à ce constat, il nous reste des choses à faire et il nous reste des choses à faire sur le changement d'imaginaire et sur le changement d'habitude. Donc, je vais essayer d'y revenir. Sur le changement d'imaginaire, bah, c'est en fait finalement lever les derniers freins à la consommation d'eau du robinet, transformer cet imaginaire pour ne pas laisser le monopole du hype et des bébés mignons finalement à l'eau en bouteille jetable, et puis prendre conscience collectivement de la chance que nous avons d'avoir une eau potable de qualité et une eau précieuse. Et enfin, sur les changements d'habitude, là, on est plus sur de l'accessibilité, de la visibilité pour permettre d'aller rejoindre finalement tous les usages dans la ville, que ça soit le sportif, que ça soit le nomade, que ça soit le voyageur qui arrive en gare de Montparnasse, le touriste qui arrive à Charles de Gaulle ou la personne qui prend sa pause déjeuner dans la ville. Donc voilà, c'est un petit peu les deux sujets qu'on va aborder aujourd'hui. N'hésitez pas si vous avez des questions, des remarques. Vraiment, il faut que ça soit le plus interactif possible, c'est ça qui est le plus intéressant. Donc, première question. Alors, la loi AGEC prévoit la fin de la mise sur le marché des emballages en plastique à usage unique d'ici.
Réponse A, 2025. Réponse B, 2030. Réponse C, 2040 ou réponse D, 2050. La loi Alors AGEC du coup, pour anti-gaspillage et économie circulaire. d'accord. Du coup, J'ai c'est à essayé d'être l'échelle un peu nationale. rapide. Moi, j'aurais voulu être optimiste et dire réponse A, mais quelque chose me dit que c'est pas ça. Donc on part tous apparemment sur du 2040. C'est bien 2040 pour la fin. Après, c'est par palier. Donc il y a différentes interdictions qui ont eu lieu. Cette année, c'était la fin des couverts en plastique à usage unique, c'était la fin de la distribution de bouteilles jetables gratuites en entreprise, et ça va aller crescendo. Donc c'est des interdictions qui arrivent au fur et à mesure. Après les sur les gobelets, sur les bouteilles, notamment pardon, sur les couverts, les personnes avaient à peu près 6 mois pour écouler leur stock. Mais sinon, l'interdiction, elle était au 1er janvier 2021. Ça va D'accord. continuer. Alors, peut-être sur le changement d'imaginaire, et donc pour parler un peu plus précisément de l'eau dans la ville, de l'eau du robinet, et puis on va parler du coup d'eau de Paris, puisque c'est l'opérateur d'eau de notre ville. Donc, je ne travaille pas pour Eau de Paris, mais moi, c'est un sujet qui me passionne et j'ai eu l'occasion de les rencontrer et de pouvoir leur poser plein de questions. Donc, voilà, à Paris, on a la chance d'avoir une eau d'une excellente qualité. Je pense que c'est important qu'on s'en rende compte. C'est une organisation publique qui alimente près de 3 millions d'usagers et qui a une histoire très ancienne, puisqu'on a commencé à apporter de l'eau aux Parisiens au milieu du 19e siècle et avec des captages d'eau assez lointains, puisqu'en fait, Paris n'a pas d'eau sous ses pieds. Il n'y a que la Seine et on ne boit pas l'eau de la Seine. Donc, on va aller chercher l'eau très très loin et puis on va tout rapporter. Et Eau de Paris, vraiment, est l'opérateur d'eau du captage à l'eau qui sort de votre robinet, donc pour transporter, traiter, stocker, distribuer, garantir la qualité, réguler, puis satisfaire ses clients. Donc c'est vraiment passionnant. Et voilà, et ça, c'est vraiment l'élément le plus important, c'est l'élément le plus contrôlé. Il y a 1 million de mesures qualité par an et en surveillance continue. Donc, il faut vraiment se dire voilà, que c'est extrêmement voilà, contrôlé, vérifié, et que donc l'eau potable, enfin, encore plus à Paris, est très bonne. Et pour vous donner deux petits chiffres, les deux mesures phares, c'est vraiment la conformité microbiologique et la conformité physico-chimique. Et on est à 99,5% de conformité pour les deux. Donc, donc voilà, on a une eau potable qui est précieuse et moi je trouve ça assez beau de se dire que bah, en fait pour notre vaisselle, pour se laver, pour laver nos vêtements, bah, en fait, on a une eau absolument incroyable et pas uniquement pour boire. On nous dit que l'eau à Paris provient à 50% d'eau de surface, donc la Marne et la Seine, et 50% d'eau souterraine avec 102 points de captage sur 12 départements. Exactement. Et ce que je trouve très beau, c'est que, il y a beaucoup d'initiatives qui sont prises, au niveau des zones de captage justement pour que les agriculteurs passent en bio et pour que vraiment il y ait le moins de retraitement derrière, de cette eau qui est captée. Et donc voilà, c'est un travail main dans la main avec les agriculteurs un petit peu partout. Et on peut assister, je sais que ça va être bientôt le cas à Paris, mais par exemple à Rennes, c'est déjà le cas. C'est des cultures bio qui ensuite alimentent les cantines de Paris, enfin les cantines de Rennes. Et donc on est en cercle vertueux, on touche, voilà, tout le Ouais, monde. Donc, c'est en cours. Et on nous dit 1200 fontaines d'eau potable mais il faut disponibles à pas dire Paris. tout de suite. Il faut pas dire tout de suite. Qui c'est qui seront en train de dormir? Tu veux que je change de diapo? Moi, je dirais juste peut-être avant de passer au deuxième point. euh, voilà, il y a peut-être un imaginaire à changer. Voilà, pour moi, l'eau du robinet, c'est un peu la star la plus fraîche de France, hein. Elle prend soin de nous à tout âge. Elle est livrée sans emballage, elle est livrée sans déchets. Et du coup, moi, je suis à la recherche et à l'affût de toutes les belles histoires qu'on peut raconter sur l'eau du robinet pour les mettre toujours plus en lumière. Parce que je pense que voilà, le discours santé, bien-être, aller du quotidien, bah, il peut être aussi pour l'eau du robinet. Et du coup, si vous, voilà, partout en France, si vous connaissez des belles histoires, que ce soit les captages bio, que ce soit d'autres choses, je serais ravie de les mettre en lumière euh, aussi. Voilà. Deuxième question. Combien y a-t-il de contrôles qualité par an sur l'eau de Paris? Donc normalement, si on a bien écouté, la réponse a déjà été donnée. Enfin, je crois, parce que je pense avoir bien écouté. Oui, normalement, j'essaie Alors, de donner les réponses. pour l'instant, je pense qu'on a bien écouté parce que on nous dit tous 1 million. Il n'y a pas vraiment de piège, hein. J'essaye pas de vous piéger. Donc,
Du coup, Donc je ça, vais c'était donner la plutôt sur la réponse. partie comment on lève les freins collectivement. Donc moi, je vous encourage vraiment à parler de l'eau du robinet autour de vous parce que c'est vraiment, voilà, c'est vraiment important que l'imaginaire change autour de l'eau du robinet. Et le deuxième point, bah, c'est comment on rend l'eau toujours plus accessible dans la ville, puisque finalement, un Français, nous, on avait mesuré quand on a créé notre première gourde, il boit environ 24 centilitres d'eau en dehors de son domicile et en dehors des repas. Donc, il faut qu'il s'hydrate soit au bureau, soit dans la ville. Et c'est pour ça que nous, on a créé Fritaps. Donc, Fritaps, c'est une association. C'est une association qui a été créée en 2011 et qui vise à référencer les points d'eau potable partout en France et en Europe. C'est une application qui est open source, qui est collaborative, qui est complètement gratuite. Et voilà, ça a été développé par des étudiants à Bordeaux. Vous pouvez la télécharger sur tous les stores. Et aujourd'hui, on a plus de 6 000 points d'eau, près de 10 000 personnes qui l'ont déjà téléchargé. Et vraiment, notre objectif, voilà, c'est juste de lancer un mouvement bénévole auquel tout le monde peut participer. Et vous avez deux possibilités. Soit c'est de consulter, et dans ce cas, vous avez juste à vous géolocaliser sur l'application et on vous indique en fait les points d'eau à côté de vous. Et vous pouvez mettre itinéraire et l'application vous permet juste d'aller rejoindre cette fontaine à eau pour boire ou pour remplir votre gourde. Vous n'avez pas besoin de créer un compte, vous n'avez pas besoin de donner votre adresse mail, etc. Et d'ailleurs là-dessus, est-ce que vous savez quel est finalement l'endroit dans les villes où on est presque sûr de trouver un point d'eau? C'est la question bonus. La question cachée. Alors, je sais pas du tout, moi. Bah, souvent dans les cimetières, vous êtes pratiquement sûr de trouver un robinet d'eau. Bien sûr, il faut qu'elle soit potable, mais c'est souvent des endroits où on est sûr, pour arroser, bah, les fleurs, qu'il y a un point d'eau, il y a un point d'eau dans la ville ou dans le village. Hem, donc ça, c'est la partie vraiment, j'ai soif, je cherche de l'eau, je me géolocalise et je trouve un point d'eau. Et puis il y a la partie aussi référencement et c'est là où on a besoin de vous, puisque l'idée c'est une application qui est participative, donc vous pouvez toujours, référencer une fontaine, la valider et donc, par exemple à Paris, il y a 1 200 fontaines à eau qui, hem, qui existent sur toute la capitale, plus une quarantaine qui sont en préparation, dont des fontaines pétillantes notamment à Montsouris, si je me souviens bien. Et, euh, et voilà, donc tout le monde a un petit peu son rôle à jouer pour référencer des points d'eau partout autour de lui. Ça peut être à Paris, mais ça peut être sur votre lieu de vacances. Ça peut être, voilà, si vous voyez une fontaine, vous pouvez la référencer. Ça rendra sûrement service à un prochain coureur, un prochain cycliste ou une personne qui aura envie de s'hydrater. Et alors, on aurait aimé pouvoir mettre des photos les photos de la fontaine, etc. Mais comme on est sur quelque chose de complètement open source, compte participatif, etc., on ne pouvait pas se permettre, on aurait pu avoir des photos un petit peu compromettantes. Donc voilà, on travaille sur des évolutions, même si c'est un projet complètement associatif, on aimerait bien pouvoir toujours plus avoir une expérience utilisateur qui soit la plus optimisée possible. Et notamment, on aimerait pouvoir demain avoir différents pictogrammes en fonction de est-ce que si c'est une fontaine publique, est-ce que c'est un restaurateur qui vous permet de venir remplir votre gourde gratuitement, est-ce que c'est une boutique? Voilà, c'est quelque chose qui est amené, je pense, à grandir comme mouvement, le mouvement un peu du refill. C'est pour ça qu'on a fait cette conférence aujourd'hui, c'est parce que demain, c'est le World Refill Day. C'est très anglo-saxon, mais je pense que c'est un usage qui doit se démocratiser. Et donc demain, il faudrait idéalement qu'on puisse aller voilà, remplir nos bouteilles réutilisables un petit peu partout. Et, euh, et pas uniquement sur des fontaines publiques. Déjà, il faut qu'on les voit un petit peu plus, ces fontaines publiques, qu'on les référence et en plus qu'on développe le mouvement. Donc, pour répondre à une question, la fontaine pétillante, c'est, je crois, à base d'eau gazeuse, du coup. Si Bah, c'est c'est de l'eau bien. potable qu'on Voilà. gazéifie. Et il paraît que il y a bientôt un projet qui incite les cafetiers et les restaurateurs à accueillir les passants touristes pour remplir gratuitement leur gourde d'eau. Voilà, il y a un projet un petit peu refill qui se prépare à Paris. On va peut-être en reparler dans quelques mois. Prochaine question. Combien y a-t-il de fontaines à eau à Paris? Je crois qu'on a 1025, un peu réponse anticipé la A, réponse tout à l'heure. un peu. Réponse A 1025, réponse B 1200, réponse C 1724, ce qui est précis, et réponse D 2300. On nous dit réponse B 1200. Et les fontaines, voilà, ça vient après.
Ah, mais alors le nombre de fontaines Follas, moi je le connais Ah, pas bah exactement, je le connais pas si, précisément. Donc si la personne d'Haute Paris veut partager, ce sera avec grand plaisir. C'est les fontaines Wallace, c'est les très belles fontaines parisiennes euh, du je vous le 19e. dirai. Le suspense est à son comble. On aura la Bah, j'ai réponse pas- après. Très bien, bah, c'est parfait. Donc Restez c'est avec bien nous. 1200. Donc 1200 fontaines. Et je ne l'ai pas précisé, voilà, FreeTap, c'est une application qui existe, il y en a sûrement d'autres. Euh, mais voilà, nous, on essaye surtout de créer un mouvement, on va dire, collaboratif et gratuit, bénévole en tout cas, parce qu'on pense que c'est important que tout le monde se sente mobilisé et pour consulter et pour référencer. Donc n'hésitez pas à jouer à FreeTaps Go avec votre famille. Il y a le jeu au caching, bah, il y a aussi le jeu des fontaines. Ici, c'est le visuel, c'est ça, de l'application FreeTaps? Oui, alors là, c'est un extrait qu'on vous a fait. On vous donnera le lien aussi. Il y a j'imagine que vous connaissez peut-être tous Jamy de C'est pas sorcier qui maintenant anime une émission qui s'appelle C'est Jamy. Et C'est Jamy, voilà, fait tout un reportage sur l'entreprise pour laquelle je travaille, donc Gobi. Et à la fin, on a surtout pu parler de FreeTaps et puis parler de l'application et de comment en fait on pouvait l'utiliser au quotidien. Là, on est à Paris, on est juste à côté du bureau vers Strasbourg-Saint-Denis. Et vous avez à la fin du reportage, ça dure quelques secondes, mais une démonstration finalement de l'appli et comment on va remplir sa gourde à la fontaine Wallace la plus proche de chez soi. Peut-être enfin en termes de perspective, pourquoi c'est intéressant et pourquoi c'est important l'eau dans la ville zéro déchet, c'est parce que je parlais de la loi AGEC tout à l'heure. Une des dispositions de la loi AGEC, c'est qu'au 1er janvier 2022, tous les établissements recevant du public devront être équipés une fontaine à eau d'eau potable accessible au public. Donc ça va être les musées, ça va être les gares, etc. Donc ça va être absolument incroyable. C'est-à-dire que ça va obliger finalement l'eau potable à être toujours plus visible et accessible dans la ville. Donc voilà, c'est top. C'est encore mieux si on peut voilà, la référencer sur des applis parce que du coup, ça sera encore plus facile de les voir. Mais c'est vraiment quelque chose qui, je pense, va aider à démocratiser cet usage du refill, qui, comme je vous le disais, est plutôt encore anglo-saxon aujourd'hui, avec par exemple l'exemple de Refill London dont on parle souvent. Les restaurateurs, on en parlait tout à l'heure, il y a un projet en cours au niveau de Paris, en effet, pour permettre, on va dire, inviter les restaurateurs à, à permettre aux gens de venir remplir leurs bouteilles réutilisables chez eux. Les fontaines, les boutiques. Moi, je suis très heureuse de voir que ça y est, il y a des boutiques qui commencent à proposer leur réseau et leurs enseignes pour venir remplir leurs gourdes, notamment Lush, qui est une entreprise de cosmétiques bio et qui a annoncé la semaine dernière ou il y a 15 jours lors du No Plastic Challenge que bah, en fait, c'était possible aujourd'hui de venir remplir son contenant réutilisable dans la quarantaine de boutiques Lush partout en France. Et voilà, c'est des boutiques où il y a déjà un robinet, une vasque pour se laver les mains après avoir essayé les produits. Et voilà, à partir de maintenant et pour toujours, on pourra, si l'on souhaite, venir remplir sa gourde et s'hydrater dans leur boutique. Et ça serait absolument super que ce mouvement, on va dire, grandisse et que d'autres enseignes nationales, et pas uniquement parisiennes, participent à à cette offre. Et enfin, moi j'aimerais vous parler aussi d'une initiative qu'on mène avec Haute Paris justement et avec Surfrider Foundation. C'est un action tank qu'on a fondé sur le pari de l'eau zéro déchet plastique. On l'a fondé en 2019 et l'idée c'était justement de mettre autour de la table un petit peu tous les acteurs pour lever les derniers freins à la consommation d'eau du robinet. Donc on a créé des groupes de travail où on avait la PHP, où on avait des gros corporates, des salles de concert, des festivals, etc. pour imaginer des expérimentations très concrètes sur le territoire. Le, le Covid est malheureusement passé par là. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas pu avoir lieu. Je pense notamment au championnat d'Europe de gym, par exemple, qu'on aurait pu faire à l'Accor Hotel Arena sans bouteilles jetables. Mais ça va reprendre, puisqu'on est en train de doucement mais sûrement d'être déconfiné. Et puis surtout, on a pu mener une expérimentation dont j'aimerais vous parler, qui concerne la pause déjeuner. Souvent, en fait, on va se retrouver à consommer du jetable à la pause déjeuner parce que dans le menu, bah, on nous propose une bouteille d'eau jetable. Et, et voilà, on a travaillé avec Food Cherry. Food Cherry, c'est un acteur de la livraison
de repas à domicile et on a essayé de voir fin janvier si on propose une gourde au moment où la personne vient finir de commander, est-ce qu'on choisit l'eau de Paris ou est-ce qu'on choisit la bouteille jetable? Et ce qui était très intéressant, l'expérimentation elle a duré une petite dizaine de jours, c'est que finalement si l'alternative est proposée, on opte pour le réutilisable. Et donc ça c'est une excellente nouvelle. Il faut juste que ça continue de se multiplier, on va dire ça comme ça. Et pour terminer sur l'Action Tank du Paris de l'eau zéro déchet plastique, il y a un livre blanc qui va sortir de toutes ces réflexions évidemment. C'est un livre blanc qui devrait sortir cette année. Ouais, c'est quand même un sujet très important, la sortie du plastique à usage unique de Paris. Et donc il y a beaucoup de choses qui se passent, et de réflexion et d'expérimentation qui se réfléchissent en ce moment. Donc c'est chouette, je pense que d'ici la fin de l'année, on aura des belles choses à partager. Et pour vous donner aussi une autre idée, moi je suis allée sur 2 événements ce week-end la semaine dernière et à chaque fois, Haute-Paris était présent. Enfin, en tout cas, il y avait des fontaines, qui permettaient toujours pareil, de refill son contenant, notamment à Wonderland, qui est le nouveau tiers-lieu, hem, au niveau de la porte de Vincennes, où vous avez des fontaines à eau. Et ce week-end, j'étais à l'Open Swim Star, qui était une épreuve de natation en eau libre au niveau du bassin de la Villette. Et là, pareil, Haute-Paris, des fontaines à eau, etc. Donc, on va y arriver à supprimer le jetable de tous nos événements. Énième question. Quelle enseigne met désormais à disposition les robinets d'eau dans ses boutiques? A. Marionneau, B. Etam, C. McDonald's ou D. Lush? On nous a répondu. On nous parle de la réponse D, la boutique Lush. Exactement, je trouve ça absolument super ce qu'ils proposent. Et une dernière question pour la route. Une dernière question. À partir de quelle date les établissements recevant du public devront mettre à disposition une fontaine d'eau potable accessible au public? À partir du 1er janvier 2022, réponse A. À partir du 1er juin 2022. À partir du 1er janvier 2023, réponse C. Et à partir et D, c'est déjà le cas. Donc on nous dit 1er janvier 2022 où c'est déjà le cas. Ah, certains le font déjà, c'est vrai, mais je crois que la loi demande à ce que ce soit obligatoire à partir du 1er janvier 2022. D'accord. Même si je ne sais pas si le décret d'application est passé. Du coup, peut-être en conclusion, peut-être pour être très, très concret, qu'est-ce que je peux faire, voilà, moi, demain, aujourd'hui, citoyen, pour mieux m'hydrater, zéro déchet? Vous pouvez référencer au maximum des points d'eau sur l'application Freetable. Vous pouvez inviter vos restaurateurs à proposer le refill. Vous pouvez évidemment vous équiper d'une gourde si ce n'est pas déjà fait, en faisant attention à son empreinte environnementale et son empreinte sociale. Il y a une pétition qui s'appelle We Choose Reuse, qui est aussi au niveau européen pour promouvoir le réemploi, pour promouvoir la consigne, pour interpeller toujours plus nos dirigeants. Et je voudrais faire une petite promo pour un événement qui a lieu samedi qui s'appelle Ménage ton canal, qui a lieu sur le canal Saint-Martin, pour prendre soin aussi de nos canaux. Voilà, merci à tous pour votre attention et je suis surtout là disponible pour discuter, répondre à vos questions. Merci beaucoup Lorraine. C'était super intéressant. C'est vrai qu'on se retrouve souvent, pour ceux qui sont propriétaires d'une petite gourde, en une journée, ça se vide assez rapidement Surtout et à quand il chaque fait 30, fois. quand il fait 30 degrés. Ah ouais. Et on est parfois, voilà, moi ça m'est déjà arrivé de me retrouver dans une gare en me disant, bah voilà, j'ai ma gourde est vide et je vais me retrouver à acheter du jetable parce que je ne sais pas où sont les points d'eau. Donc j'espère que, voilà, on a pu voir qu'en 10 ans, il y a beaucoup de choses qui avaient évolué. Enfin, en tout cas, nous, on l'a constaté sur les gourdes, donc je suis très optimiste en me disant que dans 10 ans, il y aura aussi beaucoup de choses et des usages et des consommations et des habitudes qui auront changé. Et puis aussi, à chaque fois, si on a envie de la re-remplir, on va dans les restos, sauf que les robinets sont trop petits. Donc après, c'est un cercle vicieux. Donc nous avons Monsieur Marquet, je crois, qui nous a rejoint en vocal, qui fait partie de la ville de l'eau de Paris, pardon. Mmh. Ah bah, si vous voulez compléter ce que j'ai pu dire, avec grand plaisir. Bonsoir à tous et à toutes. Merci, déjà Laurent, et aux acteurs du Paris Durable pour cette proposition de soirée. C'était assez complet. Voilà, je pourrais éventuellement répondre à d'autres questions plus précises. Tout à l'heure, je posais la question parce qu'on parle effectivement de 1200 points d'eau potable à Paris.
C'est le cas. Ça comprend évidemment les cimetières, on l'a évoqué tout à l'heure. Alors c'est vrai que spontanément, on va rarement s'alimenter au cimetière. Et je trouve ça toujours marrant de le rappeler. Quoique oui, oui, oui. Effectivement, dans les 1200 points, en fait, on a, j'en parlais tout à l'heure, les fontaines Wallace. Donc peut-être ça peut être une question complémentaire auxquelles les participants pourraient répondre. À votre avis, combien de fontaines Wallace existent à Paris? Donc pour rappel, les fontaines Wallace, ce sont des fontaines qui ne sont pas que ornementales, même si elles sont très belles, conçues par Richard Wallace, un philanthrope anglais au XIXe siècle, et dont la première a été installée sur le boulevard de la Villette en 1872. Donc on a 20 fontaines Wallace. En général, elles sont vertes, Je dirais un mais peu plus. voilà, elles sont vertes en J'ai général. C'est aucune le idée. vert anglais choisi par Napoléon III. Et dans le 13e arrondissement, d'autres couleurs sont apparues ces dernières années. C'est vrai. Rose, une jaune, une bleue, une rouge, etc. On nous dit 150. Ah, on a 150, Qui ouais, dit mieux? ça chauffe, on se rapproche. Avant de vous donner la réponse, il s'agit aussi de vous dire que les fontaines Wallace, en fait, il y a le modèle classique à cariatide, que tout le monde connaît, avec quatre D'accord. jolies jeunes femmes qui portent le dôme de la fontaine. Et puis, vous avez aussi une fontaine à colonnettes, la fontaine Wallace, et une fontaine en applique. Voilà. Alors, Ah, ce que je peux d'accord. vous dire, c'est que la fontaine en applique, il n'y en a qu'une seule. Si vous voulez la voir, elle a été restaurée il y a quelques années par Haute-Paris. Elle est contre le Jardin des Plantes, à côté de la fontaine Cuvier. Donc, c'est une jolie fontaine en Ok. applique dans laquelle vous pouvez boire. Il y a 3 fontaines à colonnettes. Donc, les fontaines à colonnettes, elles sont un peu plus petites que les fontaines classiques que tout le monde connaît des Wallace. Il y en a une par la place des Ternes, il y en a une à côté du pavillon de l'eau dans le 12e, notamment. Et donc, en tout, le nombre de fontaines Wallace est de 103. Donc, pour D'accord. partir ce soir avec la bonne Et info une du question qu'on jour, m'a posée, une question qu'on m'a posée il y a pas longtemps, pourquoi les oui, fontaines Wallace coulent tout le temps? allez-y, allez-y. Moi, j'avais compris que du coup, bah, c'était parce qu'à l'époque, voilà, ils connaissaient pas vraiment le bouton poussoir et qu'il y avait une réflexion aussi en cours à Haute-Paris pour essayer d'imaginer aussi la fontaine de demain et, heu et associer ça aussi avec, un peu des diffuseurs de fraîcheur et cetera. Voilà la réponse que j'avais Oui, eue. Je tout sais à pas fait. si vous voulez compléter. Oui, je peux compléter. Alors, la question du fait que la fontaine Wallace coule toujours, c'est une question d'hygiène et de Mmh. conception. C'est-à-dire que quand ils l'ont conçu et installé en 1872, pour des questions d'hygiène et de non-stagnation, il fallait que la fontaine coule en permanence. Donc, depuis, on n'est pas intervenu, et je dis peu ou pas parce que je vais vous expliquer, il y a une expérimentation en cours. Donc, on n'est pas intervenu sur les modalités en fait de fonctionnement de cette fontaine. C'est vrai qu'au jour d'aujourd'hui, ça paraît peut-être un petit peu singulier de voir une fontaine couler en permanence. Alors, il faut savoir que par rapport au volume d'eau produit Ouais, à c'est Paris chaque jour, c'est epsilon, évidemment, mais c'est quand même de l'eau potable qui part à l'égout. Donc, il y a plusieurs réflexions en cours et depuis un petit moment à Haute-Paris. On a fait une expérimentation, notamment sur la colline de Montmartre, il y a de ça quelques années, avec justement l'installation de boutons poussoirs. Ça n'a pas été parfaitement concluant, mais je pense que c'est surtout des questions techniques. Donc, l'idée n'est pas morte, mais il faut encore y travailler. En tout cas, moi, je l'ai testé, j'ai trouvé ça assez efficace et relativement esthétique. Hein, c'était assez discret. Donc, on pouvait l'activer ou pas. En plus, c'était poussoir, c'était plutôt un bouton de contact, en fait. d'accord. D'accord. Donc, c'était plutôt bien. C'était pas un ressort, pour que ce soit moins fragile. Et la deuxième chose, vous l'avez évoqué aussi, c'est que Haute-Paris s'engage dans le cadre de la nouvelle mandature à installer ou réadapter une centaine de fontaines, donc d'ici 2026, une centaine de fontaines, dont à peu près une vingtaine à trentaine de fontaines nouvelles, qui seront des fontaines 2 en 1. Donc cette trentaine de fontaines nouvelles, elles ont vocation à être installées dans le cadre des prochains Jeux olympiques et paralympiques et se veulent comme une sorte d'héritage de ces JO donné à la ville, à ses habitants, une fois que les touristes
sportifs et moins sportifs seront partis. En tout cas, il y aura ces fontaines-là. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir adapter l'existant, et notamment les fontaines Wallace. Donc, il y a des expérimentations sur les fontaines Wallace avec une sorte de couronne qui coifferait la fontaine et qui permettrait de créer une brumisation. D'accord. Donc la fontaine 2 en 1, c'est ça, c'est boire et se rafraîchir par la brumisation, comme on peut le voir parfois sur Paris-Plage. Donc voilà, donc peut-être d'ici 2024-2026, une centaine de fontaines à Paris qui fonctionneraient de cette sorte et pas dans les cimetières. Voilà. Et surtout, c'est bientôt leur anniversaire aux Fontaines Wallace. Oui, tout à fait, C'est- tout à fait. L'année prochaine, on va fêter les 150 ans, si je me trompe pas, Moi, c'est ce de, que de j'avais l'in- en tête aussi. Ouais. voilà, de l'installation de la première fontaine Wallace, exactement. Sur le boulevard de la Villette, mais je pense il y aura des animations, il y aura quelque chose qui se fera. J'ai pas de précision encore, mais ça se fera sans doute. Il y avait une exposition au pavillon de l'eau qui s'est terminée malheureusement l'année juste avant le Covid, 2019-2020, sur justement Richard Wallace et Haussmann, l'occasion des 150 ans, je dis pas de bêtises, ou 140 ans, je l'ai plus en tête, non, les 200 ans, pardon, de la naissance de Richard Wallace. Voilà. Ok. Donc, Si on vous va avez d'autres poser questions, ouais. quelques questions. Euh, donc déjà, moi j'en ai une. Est-ce que les fontaines où il y a écrit eau non potable, enfin comment ça se fait que le circuit d'eau potable, enfin du coup, genre, quel est le mystère autour des fontaines d'eau non potable? Alors, il faut savoir qu'à Paris, on a la particularité d'avoir depuis le 19e siècle, donc depuis l'époque du baron Haussmann, préfet d'Eugène Belgrand, qui est directeur en chef de l'eau et de l'assainissement, on a un double réseau d'eau. Ce double réseau d'eau, il a D'accord. la particularité d'être approvisionné par des sources différentes et d'avoir des infrastructures spécifiques. C'est-à-dire, vous avez d'un côté le réseau d'eau potable que tout le monde connaît, comme par exemple celui qui alimente le réservoir de Montsouris, celui qui est le plus connu. On a 5 grands réservoirs de stockage à Paris, le réservoir de Ça aurait Montsouris, pu le être réservoir des Lilas. une question, ça. Comment s'appelle, quel est Ah, le surnom que l'on donne Ça, j'aurais dû mettre ça comme question. Mais bon, on oui, oui, l'appelle la oui, cathédrale de l'eau. complètement. Donc effectivement, la cathédrale de l'eau, donc c'est le réservoir de Montsouris. Ça a été dans son temps le plus grand du monde. Aujourd'hui, il a été malheureusement dépassé. Et à Paris, voilà, sur les 5 grands réservoirs, vous en avez 3 dans la capitale, sur le territoire parisien, Montsouris, les Lilas et Ménilmontant. Et vous en avez 2 à l'extérieur, mais qui alimentent Paris, qui sont situés à l'Aille-les-Roses et à Saint-Cloud. Donc ça, c'est les réservoirs d'eau potable qui sont alimentés par de l'eau de rivière, donc eau de surface, ou par, bien sûr, traitée, ou par de l'eau de source, qui proviennent de sources souterraines à plus de 100 km de Paris. Mais vous avez également un réseau d'eau non potable, et ce réseau d'eau non potable, il a été question de l'abandonner dans les années 2009-2010. Il y a eu beaucoup de réflexions et il a été validé que dans les temps que nous connaissons avec le changement climatique, etc., ce réseau d'eau non potable qui permet d'avoir une eau moins traitée, moins chère à produire, donc plus écologique, parce que moins de produits chimiques, etc., et bien avait toute son utilité à Paris pour notamment réaliser des îlots de fraîcheur, voilà, et trouver de nouvelles finalités. Et ce qui est le cas depuis une dizaine d'années, c'est ce que l'on développe pour des questions de refroidissement, de réchauffement, de climatisation, enfin voilà. D'accord. Et ce réseau d'eau non potable, il sert principalement à l'arrosage des parcs et jardins, au nettoyage des rues. Donc l'eau que vous voyez dans les caniveaux à Paris, ce n'est pas de l'eau potable, D'accord. c'est uniquement de l'eau non potable. À l'exception du quartier de la BNF, le quartier François Mitterrand, qui est exclusivement en eau potable. Voilà, ça a été pensé comme ça à l'époque et il n'y a pas D'accord. de réseau d'eau non potable sur ce secteur. Peut-être qu'on y reviendra pensant qu'on s'est trompé. euh, Après, voilà. Et le curage, le troisième usage, pardon, c'est le nettoyage des égouts, le curage des égouts de Paris, parce qu'il faut savoir qu'il y a à peu près 2000 km de galeries souterraines sous nos pieds, dans lequel passe l'eau potable, l'eau non potable et l'eau usée. Voilà, celle qui sort de votre douche ou de vos toilettes.
Enfin, qui s'écoule dans votre douche ou l'eau de toilette. Voilà, donc ça, c'est l'eau non potable. Et cette eau non potable, elle est alimentée par des sources différentes, par la Seine ou par le canal de l'usine au niveau de la Villette, à côté de la rotonde de Ledoux. Et vous avez deux usines sur d'Austerlitz, la gare d'Austerlitz, et une usine qui sera bientôt désaffectée, une usine à Auteuil, à côté du pavillon de l'eau, dans le 16e D'accord. arrondissement. Voilà, donc 3 points de captation pour ce réseau d'eau non potable. Est-ce que j'ai Donc on nous répondu pose une question. à vos questions? Oui, Oui. ouais, c'est super intéressant. On nous pose la question, pourquoi utilisons-nous de l'eau du coup potable pour nos toilettes? Est-ce possible de changer cela à long terme pour utiliser de l'eau non potable? Alors moi, dans mon Alors, souvenir, et vous allez me compléter, mais pour moi, les Hauts-de-Paris livrent souvent des immeubles, en fait. Donc c'est pas ça va, ouais. c'est 3 millions d'usagers, mais c'est souvent, des immeubles et c'est ensuite, dans l'immeuble que l'eau est répartie. Alors, je vais compléter ce que vous dites, effectivement, Lorraine. Alors, il y a plusieurs raisons à ça. Il faut bien imaginer qu'autrefois, il n'y avait pas d'eau dans les immeubles parisiens. Il faut avoir en tête que Paris, c'est à peu près aujourd'hui 193 000 immeubles. 193 000 immeubles, évidemment, ils n'existaient pas tous au 19e siècle, mais il y en avait quand même déjà un certain nombre. Et ces immeubles n'étaient pas alimentés, dans les étages en tout cas, par de l'eau, quelle qu'elle soit, eau potable ou non potable. Quand il y avait de l'eau qui arrivait dans la cour, et ça s'est fait progressivement au cours du XXe siècle et surtout après la Seconde Guerre mondiale, que l'eau est bon dans les étages, et pour les questions d'hygiène, etc. Mais à ce moment-là, pour éviter des questions d'empoisonnement, de mauvais branchements, etc., il a été décidé que l'eau non potable resterait au niveau des cours à usage de nettoyage pour le concierge, etc., les personnes en charge de l'hygiène, on va dire, et que l'eau potable seule monterait dans les étages aux appartements. Donc, quand les toilettes WC particuliers se sont développées, eh bien, elles ont été alimentées en eau potable. Aujourd'hui, c'est la réglementation dans les immeubles, dans les villes. Rien n'empêche, par contre, si vous avez une maison à la campagne, de faire l'installation que vous souhaitez. Ça, il y a des récupérateurs même d'eau, récupérateurs d'eau grise. Les eaux grises, ce sont celles qui sortent de la vaisselle ou de la douche. Les eaux noires, ce sont les toilettes. Donc, il y a des possibilités, mais en termes légaux, aujourd'hui, on n'a pas le droit. C'est pas dans les projets d'eau de Paris, ça serait ce serait de toute façon pas dans le domaine public, puisque nous gérons le domaine public jusqu'au pied des immeubles, jusqu'au compteur d'eau. Le reste, c'est le domaine privé. Et dans le domaine privé, ça occasionnerait des travaux assez considérables de faire monter un nouveau réseau. Voilà pour répondre à la question. Et peut-être Lorraine, par rapport à, j'ai un petit peu oublié, par rapport à ce que vous disiez, vous, de votre côté, juste avant que je reprenne. Non, mais c'était exactement ça, c'était qu'en fait, Ouais, comme c'était ça? que vous livrez en fait surtout des immeubles la plupart du temps, Oui, voilà. enfin, Oui. après ça tombait sur un autre, c'était pas vraiment en fait votre En fait, périmètre, oui, c'est tout ce que à vous fait. avez En fait, complètement expliqué ensuite. je voulais compléter effectivement cette dimension-là. Il faut savoir qu'il y a effectivement à peu près 3 millions de consommateurs. Dans ces 3 millions, il y a les Parisiens, il y a les Franciliens qui viennent travailler dans Paris, donc plusieurs centaines de milliers par jour. Peut-être moins en ce moment, mais en tout cas dans les temps classiques. Et les touristes aussi, pas forcément en ce moment, mais quand on avait 30 quelques millions de touristes à Paris, c'était le cas. Donc à peu près 3 millions de consommateurs. Sur ces 3 millions, il faut imaginer que il y a seulement 93 000 compteurs. Donc c'est les compteurs qui nous permettent de D'accord. savoir combien on consomme et de faire payer après à l'usager, au consommateur. Ces 93 000 compteurs, en fait, quand vous habitez généralement dans un immeuble parisien, il y a un compteur pour 20, 30, 50, 100, 200 appartements. Donc après, c'est des compteurs divisionnaires, etc. Mais donc nous, c'est un compteur par immeuble. Et ça arrive aujourd'hui qu'on ait des ensembles comme les offices HLM, etc., qui ont un compteur pour des centaines d'appartements. Donc, on n'a pas cette finesse en fait de calcul. Voilà. On n'a pas de. C'est toute la particularité à Haute-Paris, c'est qu'on n'a pas le lien direct avec l'usager parisien, D'accord. puisque sa facture, il la paye dans ses charges. En général, comme Ouais. généralement à Paris, les gens habitent Mmh. plutôt en appartement qu'en maison. En banlieue, on est plutôt sur une autre modalité. Voilà, chaque maison a
compteur et donc c'est très facile à suivre. On peut communiquer, envoyer des courriers, etc. À Paris, c'est beaucoup plus complexe. D'où toutes les actions de communication et de sensibilisation que nous menons. Ok, très bien. Il y a une question dans le chat, mais avant ça, je vais poser une autre question pour Lorraine ou même pour tout le monde. Est-ce qu'il y a des astuces pour bien choisir sa gourde? Parce qu'on voit un Ah, peu tous les matériaux différents. ouais, ouais. Bah, je vais répondre du coup. Là-dessus, en fait, ça dépend de l'usage que l'on veut avoir de sa gourde, en fait. Déjà, ça, c'est très important. Il n'y a pas d'éco-matériaux, hein. Il n'y a pas de tout produit créé est un déchet, hein. Donc, c'est à vous de voir par rapport à l'usage, par rapport à vos préférences, si vous voulez quelque chose de léger, quelque chose de transparent, quelque chose de solide, etc. Enfin, c'est vraiment à vous de voir. Voilà, il faut savoir que toutes les gourdes ont un impact de fabrication. Nous, je sais que chez Gobi, comme on les fait en éco-conception, on est capable de piloter cet impact de fabrication, de le réduire et surtout de dire aux gens à partir de quand ils ont compensé l'impact de fabrication de leur gourde. Euh, Ça nous permet de vérifier qu'on est plus vertueux que le jetable aussi. Mais voilà, ce qui est important de savoir, c'est qu'une gourde en inox isotherme, le fait de l'extraire, et cetera, il faut au moins la garder 2 ans pour avoir compensé son impact de fabrication. Donc c'est juste, voilà, important de ne pas céder à la fast fashion, là-dessus, parce que, bah, évidemment, votre gourde, elle a demandé une consommation de ressources pour être créée. Donc voilà, pas de diktat sur les matériaux et l'important, c'est votre usage et que vous l'utilisiez le plus possible. Donc voilà, de la personnaliser, de la garder et de l'adopter surtout, au quotidien. Je sais pas si ça Très répond bien. à ta question, mais c'est Mathieu, il y a un point de vue ou pas? Ben, c'est vrai que à Haute-Paris, on a beaucoup évolué sur le sujet et on va continuer d'évoluer parce que on a un nouveau projet d'entreprise, hein, et dans le cadre de ce projet, d'une nouvelle stratégie de transition écologique, il y a un plan sortie du plastique à usage unique. Donc, on vise d'ici les Jeux Olympiques et Paralympiques la sortie totale en interne du plastique à usage unique, mais ça implique aussi lorsque Haute-Paris, par exemple, est sur un événement, Lorraine, vous en parliez tout à l'heure, un festival, etc., qu'on ne distribue plus, évidemment, de gobelets en plastique, je crois qu'on l'a jamais fait, mais de gourdes en plastique. Et c'est vrai que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas trop le choix. On a commencé en interne à diffuser des gourdes en inox et bambou. La particularité, c'est que parfois, elles ne sont pas forcément toujours fabriquées en France ou en Europe. Donc, c'est aussi une problématique de transport. Donc, voilà. Moi, je sais que personnellement, j'ai quitté les gourdes en plastique pour une gourde en inox et bouchon en bois. Fabriquée en France. Je citerai pas la marque, je peux pas, voilà. Mais je me dirige plutôt vers ça parce que c'est durable, c'est fabriqué en France. Il n'y a pas de problème de largage de matériaux, de plastique, de bisphénol A, etc., etc. Donc voilà, moi je suis plutôt là-dessus et je pense qu'à Haute-Paris, on va se diriger vers ce type de produit. Et une particularité aussi, c'est vrai que pendant longtemps, on est resté sur un contenant transparent. On ne voulait pas aller vers le verre parce que peut-être fragile, etc. Enfin, on n'était pas prêt. Et on ne voulait pas aller non plus vers un contenant opaque parce que pour nous, l'eau, c'est la transparence. On est une entreprise publique avec une régie municipale et c'était important de garder la transparence et nos élus et les anciens présidentes y tenaient. Aujourd'hui, les choses vont peut-être évoluer. Donc, on va peut-être enfin quitter le plastique, même si ça se veut un plastique un peu plus durable qu'une bouteille plastique classique. Après, c'est ouais. j'ajouterais juste sur l'inox, hein, parce que pour le coup, je suis quand même enfin, pas mal au courant. Aujourd'hui, c'est pas possible de créer de l'inox double paroi en France. On y travaille beaucoup. On aimerait beaucoup qu'avec avec le plan de relance, avec tout ce qui se passe au niveau de la relocalisation et de la réindustrialisation, on puisse le faire. Aujourd'hui, on peut créer de l'inox simple paroi. Donc, on peut pas créer une gourde en inox double paroi qui garderait le chaud et le froid. Voilà, mais c'est Oui, du débat tout à fait. d'experts, là. Je vais pas aller plus loin. On va faire un Ouais. séminaire là-dessus la semaine prochaine. Non, je rigole. Chacun sa Mais gourde. après, oui, ça dépend aussi, bah, comme pour toute chose, ça dépend des besoins et des critères qu'on priorise. Et il y en a qui vont par présent vouloir un poids assez léger et donc partir sur l'inox et le plastique, et d'autres vont préférer le verre pour, je sais pas, pour moi par exemple, moi aller en verre.
porter plus lourd mes objets, ça me pose pas de problème, mais je sais que le poids chez le verre est quand même un critère, un peu, un inconvénient plus que quelque chose de En fait, voilà, positif. chacun a sa C'est manière ça, un petit peu. Moi, je pense que voilà, juste l'important, c'est de la garder longtemps et d'en prendre soin parce qu'en fait, comme vous l'utilisez tous les jours, qu'il y a un peu des microbes, etc., c'est important de la nettoyer. Et, et voilà, si vous voulez la garder longtemps, c'est important d'y faire attention. Ça, c'est un point très important, Lorraine, que vous soulevez, c'est la question de l'hygiène. C'est-à-dire que les gens effectivement, l'eau, ça paraît pas dangereux, c'est transparent, c'est presque comme si ça n'existait pas. Et alors que c'est un produit de consommation courante, comme le lait. Ça vous viendrait pas à l'idée d'ouvrir une bouteille de lait avec des chaleurs de 30 degrés et de la laisser dans votre cuisine comme ça pendant plusieurs jours. Ben, l'eau, c'est pareil. L'eau, quand vous la tirez à l'eau au robinet, il faut la consommer sous les 48 heures. Et plus il fait chaud, plus il faut la consommer vite. Voilà. Donc, vous ne la buvez plus au-delà de 48 heures. 72 heures éventuellement si vous l'avez mis au frigo. Mais au bout d'un moment, ça s'abîme, c'est comme tout. d'accord. Est-ce que alors, on nous demande, savez-vous quel est le retour d'expérience sur le test de flaque rafraîchissante qui est, d'après la personne, dans le 20e? Alors, je J'ai pourrais entendu pas parler? répondre à cette question. Alors, moi, je connais le projet parce que je connais la designer qui s'appelle Isabelle Dairon, qui a travaillé avec les services de la ville et je pense la direction de la propreté et de l'eau. Et je peux me tromper. J'ai pas de retour. Voilà, moi j'ai suivi un peu le projet, mais j'ai pas forcément le retour d'expérience. Voilà, l'idée c'est de proposer un îlot de fraîcheur à partir de, donc c'est la forme d'une flaque, hein, c'est intégré au sol sur un espace piétonnier. Et l'idée c'est d'utiliser l'eau non potable justement dont je parlais tout à l'heure, qu'elle reste au niveau du sol. Et il y a un matériau particulier qui fait que bah, l'eau va se dissiper sans forcément être dangereux. On n'est pas censé glisser, etc. Et ça va créer une bulle de fraîcheur à cet endroit. Voilà, c'est un peu le concept D'accord. en partant sur l'eau non potable. Et Et du coup, c'est il y dans le a il 20e. y a un retour d'expérience, enfin, c'est bien Pour ou? l'instant, je pense qu'ils sont toujours en expérimentation parce que c'est assez récent. Ça a dû se faire en 2020, donc Ah oui. ouais, Et comme tout le monde n'est pas trop sorti, hein, normalement. c'est ça. On va attendre un petit peu, je pense, on va lui laisser un peu plus de chance. Par OK contre, et pardon, ça me fait penser à un sujet ouais, parallèle, mais c'est peut-être pas le sujet du jour, mais je ne sais pas si tout le monde connaît le principe des cours Oasis. En fait, il y a des oui. projets à Paris, voilà, pour rafraîchir justement les cours d'école. Alors, on n'est pas sur des flaques de rafraîchissement comme dans le 20e, mais l'idée, et au Paris y a participé, c'est d'installer des fontaines d'eau potable au sein même des cours pour arrêter que les enfants, quand ils ont soif, ils aillent aux toilettes. Donc, en termes de rêver autour de l'eau, c'est quand même un autre parcours de dégustation. Et aussi tout un projet de débitumer les cours, de les végétaliser, etc., que ça arrête d'être des îlots de chaleur pour les petits bambins parisiens et les autres. OK. Bah, je crois que c'est tout et que c'est l'heure. Merci beaucoup Mathieu. C'était pas prévu, mais du coup, Non, C'était ben, très bien. c'est un avec apport en plaisir. plus. Merci à tous, d'être restés jusqu'à la fin et merci beaucoup à Lorraine encore, Je vous d'être en prie. venue Merci pour présenter votre invitation. ce beau sujet. Et je vous dis à très bientôt. Au Merci à revoir. tous et puis n'hésitez pas enfin voilà, il y a mon mail si vous voulez qu'on continue d'échanger sur ce sujet passionnant. À bientôt, merci.